Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Sephora. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de l'IA, nous allons aborder le premier sujet qui est qu'est-ce que l'IA? Je suis Robrecht, je serai votre hôte aujourd'hui. J'animerai aussi la session questions et réponses juste après. Mais avant cela, et avant de vous introduire notre speaker d'aujourd'hui, quelques annonces pratiques. Nous sommes extrêmement heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui et nous allons faire de notre mieux pour répondre à un maximum de vos questions pertinentes pendant la session de questions-réponses avec notre expert. Si jamais il y a des problèmes techniques, en bas de l'écran, vous trouverez le texte « Pas d'image ou de son ». Cliquez dessus et suivez les étapes pour résoudre ce problème. Vous pouvez également nous contacter via le chat pour obtenir une assistance supplémentaire. Nous vous invitons de le faire dans le chat privé à cet effet. Ensuite, si votre intérêt pour l'IA a été vraiment suscité lors de ce webinaire, n'hésitez pas à aussi en parler dans le chat privé. Un conseiller de service clientèle est présent pour répondre à vos questions et vous guider vers les meilleures formations à ce sujet. Ces formations sont exclusivement disponibles pour les employés de la PC 200. J'ai l'honneur de vous introduire notre keynote speaker d'aujourd'hui qui est Dominique Mangiatordi. Dominique est un entrepreneur belge spécialisé dans l'intelligence artificielle. Diplômé de HEC Liège, il débute chez Proximus Skynet, où il est en charge des segments Kids and Teens, avant de fonder l'agence digitale Globule Bleu, revendue ensuite à Publicis. Il dirige par la suite Travaux.com, une filiale du groupe américain IAC connu pour Match ou Tinder. Et en 2015, il crée Royal App Force, éditeur d'applications mobiles, revendu à l'éditeur de CRM FSI. Il a ensuite été CEO de Belsim, une société de data engineering experte en IA. Et enfin, en 2022, il cofonde AI5, intégrateur en intelligence artificielle actif en Belgique, France et au Luxembourg. Parallèlement, il enseigne l'IA à Solvay Vietnam, HEC Liège, EDHEC Nice et Paris. L'heure qui suit, Dominique vous emmènera dans le monde de l'IA. Cette session sera suivie d'une séance de questions-réponses de 30 minutes. Dominique, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et effectivement, je suis ravi d'être parmi vous. Je félicite Sephora pour cette organisation. Donc, une semaine entière dédiée à l'intelligence artificielle, c'est une très, très bonne idée. Parce que j'ai l'habitude, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, mais j'ai l'habitude de commencer par la phrase qu'on entend beaucoup, qui dit que les entreprises ne se feront pas remplacer par l'IA, mais se feront remplacer par les entreprises qui utilisent correctement l'IA. Je crois que c'est vrai, qu'on soit pour ou contre. Et je crois que cette vérité va se répandre aussi sur chacune de nos fonctions. Chacun des métiers dans les organisations, dans les entreprises va être impacté. Et donc, les graphistes ne se feront pas remplacer par l'IA, mais les graphistes se feront remplacer par les graphistes qui utilisent correctement l'IA. Les avocats ne se feront pas remplacer par l'IA, mais ils se feront remplacer par leurs collègues qui utilisent mieux qu'eux l'IA. Alors, pas de panique, on n'y est pas encore. Tout ça est en train de se mettre en place. Mais c'est une vérité qu'il faut, à mon avis, accepter le plus rapidement possible pour ne pas prendre de retard. Et ne pas prendre de retard, c'est déjà ce que vous faites puisque vous êtes présent aujourd'hui. Alors, il y aura beaucoup de temps pour les questions-réponses après mon exposé. Donc, n'hésitez pas à indiquer vos questions dans le chat et on pourra en discuter ensemble juste après. Alors, les entreprises et nous, en fait, les personnes qui travaillent dans les entreprises et l'IA, j'ai pris un mélange de 2-3 études qui arrivent plus ou moins au même chiffre aujourd'hui en Europe et en Belgique pour confirmer qu'il y a une écrasante majorité des entreprises qui disent s'intéresser à l'IA et de très près et vouloir implémenter de l'IA au sein de leur organisation. Donc jusque-là, on n'est pas surpris. Quand on regarde concrètement les entreprises et qu'on leur demande quels sont vos projets IA, et quand on parle de projets IA, il ne s'agit pas uniquement de former les collaborateurs, il ne s'agit pas uniquement de donner des licences ChatGPT ou Copilot pour qu'on puisse jouer avec, il s'agit vraiment de construire des processus, des outils, des logiciels qui utilisent l'IA pour automatiser une certaine quantité de tâches dans l'entreprise, les optimiser. Et là, on descend, on chute à moins d'un tiers des entreprises qui ont des projets en cours et réalisés, c'est beaucoup moins. Donc des projets qui sont montrables, on descend encore à moins d'un cinquième. Et enfin, si on regarde vraiment des projets qui tournent, qui sont efficaces et que les entreprises peuvent démontrer comme étant une valeur ajoutée pour elles en utilisant l'intelligence artificielle, on est très très bas. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui pensent que le train est lancé à grande vitesse et qu'on est tous en train de courir derrière. Non, les choses se mettent en place gentiment et il est toujours temps de se former et de rejoindre cette aventure formidable
par ailleurs, qu'est l'essor de l'intelligence artificielle. Voilà, à l'échelle individuelle, ce qu'on fait quasiment tous au quotidien, c'est qu'on a aujourd'hui un usage léger d'outils comme ChatGPT. ChatGPT est ce qu'on appelle un LLM, Large Language Model. Donc retenez LLM parce que j'en reparlerai plus loin plusieurs fois. Et on utilise ces LLM d'une façon assez bureautique. Rédige-moi un texte, corrige-moi un texte, traduis-moi un texte, propose-moi des idées, etc. Mais pas de manière intégrée, automatique dans le quotidien de notre tâche. Donc voilà, en guise d'intro, j'aurais pu commencer par une petite vidéo de ce type-ci. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette semaine spéciale organisée par Sephora autour du sujet exclusif et passionnant de l'intelligence artificielle. Hallo iedereen, ik ben heel erg blij om vandaag bij jullie te zijn in het kader van deze speciale week georganiseerd door Sephora rond het exclusieve en boeiende onderwerp van artificial intelligence. Hola a todos, estoy muy feliz de estar con ustedes hoy en el marco de esta semana especial organizada por Sephora sobre el tema exclusivo y apasionante de la inteligencia artificial. Здравствуйте всем, я очень рад быть с вами сегодня в рамках этой особой недели, организованной Sephora, посвященной эксклюзивной и увлекательной теме искусственного интеллекта. Voilà, à mon grand détriment, je ne parle ni russe, ni espagnol, ni même néerlandais. Et donc j'ai généré cette vidéo, même la partie française est générée en IA. Et pour ce faire, j'ai utilisé plusieurs outils, 3 ou 4 outils. Un outil évidemment pour faire mes textes et les traduire, comme ChatGPT. J'en ai utilisé un autre, mais je vous montrerai quelques exemples. J'ai utilisé un synthétiseur vocal pour reproduire ma voix et cloner ma voix. Et j'ai utilisé un outil de génération vidéo qui, sur base des 2 premiers éléments, va permettre d'avoir ce résultat qui est plus ou moins naturel, de plus en plus naturel en tout cas par rapport à ce que je pouvais faire il y a encore quelques mois ou il y a 2 ans quand ces outils sont sortis. Alors, ça peut sembler gadget, ça ne l'est plus du tout. Les vidéos générées en IA, c'est une réalité qui se répand partout. Je pense notamment au site, j'ai plusieurs clients dans le domaine industriel, où les supports, donc support clientèle, où les vidéos qui accompagnent une brochure technique deviennent de plus en plus nombreuses et utilisent ce genre de technologie. Donc je n'ai pas le temps, en 1 heure de présentation, de vous faire une démonstration complète de tout ça, et ce n'est pas le but, puisqu'on va parler de généralité sur ce qu'est l'IA et essayer de la comprendre de manière générale. Mais j'aime bien l'illustrer quand même à travers des exemples. Et donc, pour arriver à ce résultat, ça ne prend que quelques secondes ou quelques minutes. Je vous montre simplement, par exemple, côté reconnaissance vocale. J'utilise un outil qui s'appelle Eleven Labs, qui est aujourd'hui le meilleur outil au monde. Je pense qu'on vous enverra les liens après la présentation, elevenlabs.io. Vous avez l'adresse ici au-dessus. Et je vais prendre n'importe quelle phrase en français. Donc, je vais vous dire, par exemple, bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi d'être là. Il paraît que nous sommes des milliers. Je suis tellement content que je mets une tournée générale après ma présentation. J'ai au préalable entraîné cet outil avec un enregistrement vocal de 30 secondes. Il a suffi de 30 secondes pour qu'il ait ma voix. Et ensuite, j'ai des paramètres ici de configuration, donc la vitesse de la voix qui va être générée, la stabilité par rapport à l'enregistrement initial, la similarité par rapport au ton de la voix originale. Donc si ma voix originale était triste ou enjouée, il va en tenir compte. Et enfin, c'est peut-être le plus important, le style exaggeration, donc l'exagération de mon style. On a tous une façon de parler spécifique. Moi, je dis beaucoup « eux » quand je parle, je racle un peu la langue. Eh ben, il va en tenir compte et plus j'exagérerai mon style ici, plus il va ajouter ce type d'effet. Voilà. Le but, c'est évidemment d'arriver à un résultat qui soit le plus naturel possible pour pouvoir être utilisé dans des vidéos ensuite, ou pas, ou en audio. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi d'être là. Il paraît que nous sommes des milliers. Je suis tellement content que je mets une tournée générale après ma présentation. Voilà, évidemment, c'est là que j'aurais pu le faire exactement en espagnol, en japonais, dans les 32 langues qui sont proposées ici par le modèle que j'utilise. Voilà. Quand je vous disais que ce n'est pas gadget parce que le fait de pouvoir prendre une voix et lui faire parler toutes les langues, ça a évidemment des conséquences super et des conséquences très inquiétantes. Les conséquences super, c'est qu'il est désormais permis de traduire en temps réel et avec votre voix. Si vous êtes en voyage à l'étranger, si vous allez au Vietnam et que vous utilisez par exemple les nouvelles lunettes Meta de Facebook, qui sont dotées d'intelligence artificielle, vous parlez
en français. Et la personne, le Vietnamien qui est en face de vous, qui aurait les mêmes lunettes, vous entendra en vietnamien, il vous répondra en vietnamien et vous l'entendrez en français. Voilà, on voit ces outils se développer depuis pas mal de temps. La maturité, c'est cette année-ci. Moi, je fais le pari qu'à la fin de l'année, ici à Noël, ce sera un cadeau type de Noël, c'est-à-dire des objets, pas forcément les lunettes méta, mais des objets qui traduisent en temps réel, grâce à l'intelligence artificielle, différentes langues. Donc évidemment que ça rend service à l'humanité et dans beaucoup de cas. Je pense notamment aussi à des hôpitaux qui doivent parfois accueillir des centaines de nationalités différentes et qui n'ont pas les interprètes pour pouvoir traduire, alors qu'on est au début d'un processus de traitement, donc ça commence déjà très mal si on n'a pas les interprètes. Évidemment qu'avec ce type d'outils, on va pouvoir gérer ça beaucoup plus facilement. Voilà. C'est aussi un exemple, là ce que je suis en train de vous montrer, d'intelligence artificielle extractive. J'y reviendrai après, mais vous avez deux axes dont je vais vous parler. Le premier axe, c'est extractif-génératif. Une IA extractive, c'est une IA qui va essayer de comprendre quelque chose et de pouvoir la réinterpréter de la manière la plus fidèle possible. Une IA extractive, c'est l'IA qui va scanner un document écrit et qui va vous transformer tout ça en texte Word dans un fichier Word bien prêt. Et le but de cette IA extractive, c'est d'avoir un texte qui soit le plus fidèle possible de son scan. Ici, c'est pareil. L'IA a enregistré ma voix, scanné ma voix, synthétisé ma voix, et le but, c'est qu'elle soit la plus proche possible de ma voix réelle. Voilà. Et le résultat est bon, puisque parfois je piège jusqu'à mes parents et qui ne reconnaissent plus si c'était ma vraie voix ou une voix artificielle, c'est que, a priori, ça fonctionne. Ça, c'est le but d'une IA extractive. Une IA générative, et ma présentation va porter principalement là-dessus, c'est une IA qui va, de manière statistique, compiler des choses pour pouvoir en inventer d'autres, ou en suggérer d'autres, en générer d'autres. Voilà. Elle n'invente pas réellement, mais elle génère à partir d'un échantillon statistique très large des propositions. Quand vous combinez les deux, vous avez une IA surpuissante et qui peut vous permettre de faire des choses formidables. Je vais d'ailleurs vous montrer un premier exemple avec un outil de génération de PowerPoint. Peut-être que certains d'entre vous, sans doute beaucoup d'entre vous, ont déjà joué avec Gamma. Donc l'outil s'appelle gamma.app. Il est gratuit pour des générations de présentations de 10 slides. Sinon, je crois que c'est $10 par mois pour la version illimitée. Juste pour vous montrer le pouvoir du génératif, que je vais vous expliquer par la suite. Je vais générer une présentation de 15 slides. Donc, ils appellent ça des cards. Sur le sujet, j'allais dire le sujet de votre choix, mais je n'interagis pas encore avec vous. Donc, je vais choisir un sujet. Je vais choisir la déclaration gouvernementale. Gouvernementale belge 2025. Voilà, sujet où l'IA va pouvoir trouver dans les sources beaucoup de matériaux disponibles, beaucoup de textes disponibles et la déclaration en elle-même. Je vais demander une présentation en français, ici, et je vais d'abord générer un plan. Et c'est là que le génératif va se mettre en place. J'ai demandé 15 slides. Si j'avais demandé 84 slides, j'avais 84 slides. Et ce plan que vous voyez apparaître à l'écran, il est bien meilleur que ce que moi j'aurais fait en peut-être 45 minutes de travail. Donc j'ai aucun mal à l'admettre. La rapidité d'une IA générative, c'est évidemment bluffant. Et ce plan, il est fait en fait par ChatGPT. Voilà. Donc je suis dans un outil qui s'appelle Gamma, et ça s'appelle un RAG dans le jargon, Retrieval Augmented Generator. Ne retenez pas ça, mais retenez que RAG, c'est quelque chose qui circule beaucoup, parce que c'est quoi un RAG? C'est une moulinette, c'est un outil qui va communiquer avec d'autres outils IA pour faire une application spécifique. La startup Gamma, son but, c'est de faire les meilleures présentations PowerPoint possibles. Et pour cela, lorsqu'elle a besoin de texte, elle va chercher le texte chez ChatGPT. Lorsqu'elle a besoin d'images, elle va chercher les images dans un autre outil d'IA. Et lorsqu'elle a besoin de faire de la mise en page intelligente, elle va également utiliser un autre outil d'IA et elle va combiner tout ça pour arriver au PowerPoint le plus abouti selon la startup en question. Donc j'ai mes slides ici, 15 slides. Je pourrais en rajouter un avec l'avis éclairé de Sephora sur le sujet, que je remonte et que je mets où je veux. Enfin, je fais ce que je veux, je supprime, je modifie. Plus bas, je peux choisir un modèle de document et ce modèle de document, j'aurais pu aussi l'éditer pour en faire le mien, c'est-à-dire mettre ma charte graphique, mon logo, mes polices, etc. Et je peux choisir la quantité de texte, la quantité d'images. Voilà. Je génère mon plan. Je génère ma présentation.
j'espère devant vos yeux ébahis. Et vous allez voir en live cette présentation de 15 slides naître sous vos yeux. Donc le but dans cette heure qui m'est accordée, c'est certainement pas de rentrer dans le détail de ces outils parce que je pourrais être beaucoup plus précis dans ce que je suis en train de produire. Le but, c'est de vous montrer à quel point, par des exemples, à quel point il est simple de générer des présentations et donc de générer du contenu et donc de générer quasiment ce que vous voulez. Je montrerai tout à l'heure, vous pouvez générer des propositions de médicaments si vous êtes en recherche médicale. Vous pouvez générer désormais, ça pose évidemment beaucoup de questions, des images très avancées, très professionnelles et des vidéos. Là aussi, je pense que d'ici la fin de l'année, on voit les courts-métrages sortir et de plus en plus qualitatifs. Je pense que d'ici la fin de l'année, on verra les premiers longs-métrages de qualité réalisés en IA. Peut-être intégralement en IA, peut-être majoritairement en IA. Voilà. Alors, vous voyez cette présentation en est sous vos yeux. Il a choisi un thème sombre. J'aurais pu partir sur un thème clair. Toutes les images que vous voyez ici sont générées. Elles sont des images faites en IA, c'est-à-dire que les deux humains que vous avez sur cette image n'existent pas. Voilà. Ici, c'est pareil. Ces images ne sont pas prises dans une banque de données quelque part. Elles sont intégralement générées. Ça veut dire que vous avez, dans cet exemple-ci, ça dépend un peu des cas, vous avez les droits sur ces images, et ça veut dire que ça pose aussi des questions sur la véracité de ce qu'on voit, la véracité de ce qu'on lit. Et c'est ce que je veux illustrer avec l'IA générative, c'est que vous ne pouvez pas faire confiance à une IA générative. Par nature, par essence, elle a une possibilité de création qui est quasiment infinie, et elle a surtout une tentation de création qui est quasiment infinie. Vous pouvez la brider, vous pouvez la calibrer pour qu'elle vous donne des résultats qui soient fiables. Donc par exemple, j'aurais pu dire ici, ne génère que des photos qui existent, donc ne prends que des photos qui existent, éventuellement en changeant quelques éléments, mais en me disant ce que tu as changé. Mais si je fais ça, j'aurai quand même, avec les outils tels qu'on les utilise aujourd'hui, de temps en temps ce qu'on appelle des hallucinations, et donc des vraies créations que je n'ai pas demandées. Je vais vous montrer autrement. Je vais aller sur ChatGPT. Voilà, je suis dans ChatGPT, que vous connaissez probablement tous. Si vous participez à ce webinaire, je pense que vous avez dû le tester au moins par curiosité, ou que vous l'utilisez déjà au quotidien, voire que vous en avez fait un outil professionnel. Donc il y a plusieurs niveaux, évidemment. Et je vais lui demander qui a marché sous la mer du Nord en 1900, allons-y, je vais dire 74. Et ChatGPT me répond que Albert Falco et Claude Wesley, que je ne connais pas, deux membres de l'équipe du célèbre océanographe Jacques-Yves Cousteau, que je connais, ont marché sous la mer du Nord dans le cadre de la mission Janus 4. Il me donne les détails de la mission. Alors j'ai un scoop, personne n'a marché sous la mer du Nord en 74, ni en 75, ni en 84. Donc j'ai une génération d'histoire, parce que ma question laissait trop de place à l'imagination de l'IA générative. C'est en ça qu'elle est extrêmement bluffante, parce qu'elle a une capacité créative énorme, comme ici, d'invention. Et c'est en ça qu'elle est terriblement frustrante, puisqu'évidemment, j'aurais préféré avoir une réponse historique, factuelle. Alors, dans cet exemple-ci, vous vivez sous vos yeux en direct ce qu'on appelle une hallucination. Dans le jargon, on dit une hallucination. Le terme est tout à fait cohérent, puisqu'on invente quelque chose qui n'existe pas. Si je recommence, donc je peux cliquer sur le petit bouton ici, et je repose la même question, je l'envoie à nouveau. Alors, la réponse est très similaire. Donc, Janus 4, c'est le même outil ou appareil. Les deux mêmes noms sont sortis. Donc, j'ai une réponse similaire, mais vous voyez que les phrases sont formulées différemment par rapport à la réponse précédente, que je peux toujours retrouver ici. J'ai une réponse qui est sur les informations identiques, ou grosso modo identiques. Si je creuse, je trouverai sans doute des différences, mais qui est sur la forme légèrement différente. J'insiste, je recommence, et j'appuie sur Send. Et là, on s'aperçoit que j'avais juste beaucoup de bol, puisque mon essai 1 et 2 ont donné plus ou moins les mêmes résultats, mais mon essai numéro 3 donne des résultats complètement différents. Là, on est sur les ouvriers du tunnelier qui ont travaillé sur le projet du pipeline Frigg, et c'est une équipe d'ingénieurs ou que sais-je qui ont marché sous la mer du Nord. À nouveau, personne n'a marché sous la mer du Nord, ceci est faux. Et vous voyez à quel point l'IA peut
vous baratiner, je vais employer un terme un peu familier, mais c'est de ça qu'il s'agit ici, puisque son problème à elle, l'IA générative dans ce cas-ci, c'est un problème de restitution d'échantillons statistiques. Ce n'est pas une IA qui est calibrée pour être historique et factuelle, tout comme elle n'est pas calibrée pour faire des mathématiques, elle est calibrée pour répondre à une question dans un langage sémantique. C'est pour ça que je vous disais que c'est un LLM, Large Language Model. Et donc ChatGPT a appris le français, a appris un maximum de choses, quasiment tout ce qu'on a pu déposer sur Internet est connu de ChatGPT. Et de manière sémantique, sur base de tout ce qu'il trouve, il va pouvoir recracher une proposition de réponse et qui, sur base d'une question comme celle que j'ai posée, peut être tout et n'importe quoi. Mais ce ne sera pas tout et n'importe quoi, parce qu'on mettra des critères de cohérence qui permettront de se rapprocher. Donc attention, ce moment est vraiment très important. Vous avez vu ici 3 réponses différentes apparaître, 2 similaires mais différentes et une très différente. Ce qui est produit par ChatGPT ici, c'est une restitution statistique. Ça veut dire que quand vous posez une question, quand vous échangez avec un outil de LLM, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est que vous ne parlez pas vraiment français avec un humain, même si l'impression qu'on a, c'est ça. Vous êtes en train de calibrer une réponse statistique. ChatGPT est allé dans sa base beaucoup trop large, chercher des informations, pour ensuite recalibrer, sans vous, à sa façon, un échantillon statistique plus faible, plus court, pour se dire, bah tiens, si quelqu'un avait marché sous la mer du Nord, ça serait un sportif, un plongeur, un aventurier, que sais-je, et d'arriver à ce résultat que vous avez ici. Le recalibrage de l'échantillon statistique, c'est la clé. Quand vous donnez une instruction à une IA, donc ici, on vient de faire un prompt. Le fait de donner une instruction à une IA, c'est un prompt. Vous êtes peut-être sans doute déjà familier avec le terme. Et donc, on a prompté. En vieux français, normalement informatique, on dirait une invite. On a choisi de dire prompt. Eh bien, le prompting, c'est d'abord du calibrage statistique. Voilà. Le plus tôt vous aurez compris ça, le plus efficace vous serez sur ce type d'exercice. Voilà. Alors, il y a évidemment plein de techniques pour prompter plus efficacement, et notamment pour éviter un maximum d'hallucinations. Vous ne les éviterez jamais totalement, ou en tout cas dans l'état actuel des LLM, mais ici, en l'occurrence, je recommence ma question. Et si j'avais dit, donc, qui a marché sous la mer du Nord en 74, si tu n'as pas de source fiable sur cet événement, réponds « je ne sais pas ». Voilà, ici, j'ai calibré mon prompt pour que le dataset, donc l'échantillon statistique, change. Il est parti sur une démarche historique parce que dans ma question, je l'induis, clairement. Et donc, au bout du bout, je n'ai pas de source fiable, je ne sais pas. Attention, ceci pourrait vous donner l'impression que j'aurai toujours cette réponse, je ne sais pas. Eh bien non. La tentation de quand même générer une réponse fictionnelle sera toujours là. Alors peut-être, je n'ai aucune statistique là-dessus justement, mais peut-être que ça arrivera une fois sur 100, une fois sur 1000, une fois sur 10 000, mais ça arrivera. Donc mon message ici, c'est dans l'état actuel des LLM, de ce type d'IA générative, ne jamais faire confiance à une IA générative. Jamais. C'est ce qui s'est produit avec cet avocat aux États-Unis il y a quelques semaines. Vous avez sans doute vu l'histoire. Il a présenté une plaidoirie et dans sa plaidoirie, il y avait un article de loi, un texte de loi qui n'existait pas. Alors, il a sans doute dû s'entraîner avec l'IA plein de fois et penser que c'était fiable, que son système était fiable. Et pas de chance, au moment où il rédige sa plaidoirie finale, il a eu une hallucination et tout le monde s'est moqué de lui, évidemment. Voire pire, parce que là, on est même au niveau déontologique, c'est un peu limite. Donc, faites attention à ça. Ne faites pas confiance à une IA générative. Alors, qu'est-ce que l'IA ? On ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans expliquer qu'elle est multiple. On est complètement fasciné depuis 2 ans et demi par ChatGPT et on a l'impression que l'intelligence artificielle se réduit à ChatGPT. L'intelligence artificielle, vous la connaissez depuis votre naissance. Elle est présente dans nos sociétés depuis très très longtemps et en tout cas, elle est née dans les années 40, fin des années 40, début des années 50. Plusieurs chercheurs inventent le nom.
organise les premières réunions et une première conférence internationale a lieu au début des années 50, voilà, avec l'équipe d'Alan Turing, Fermi, enfin de grands physiciens et mathématiciens qui ont, dans les premières années, fait le pari que les humains allaient pouvoir inventer une machine qui réfléchirait comme un humain. Le test de Turing, d'ailleurs, ça a été de pouvoir faire un test où on pose des questions, un sondage, on ne voit pas qui répond, et si le sondeur ne peut pas identifier ou séparer les réponses humaines des réponses humaines, alors le test de Turing est réussi, c'est-à-dire que la machine a réussi à se faire passer pour un humain. Ce test est très basique et il a été dépassé plein de fois par l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a plein de nouvelles variantes du test de Turing pour mesurer le niveau d'intelligence et d'humanoïdisation de l'IA de plus en plus flagrant. L'IA prend notre voix, l'IA simule des sentiments et des émotions. L'IA se fait passer pour nous de manière de plus en plus insidieuse et peut-être même dangereuse. D'ailleurs, je reviens sur ce que j'ai fait tout à l'heure avec la voix, dans mon exemple de voix synthétique IA. Sachez que pour voler une voix, il faut à un hacker professionnel à peu près 7 secondes. En 7 secondes, on peut prendre votre voix et vous faire dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire aussi que si vous voulez protéger votre voix aujourd'hui, vous ne le pouvez pas. Il suffit que vous croisiez quelqu'un, il suffit que je tombe sur une vidéo de vous ou que je vous appelle par erreur et que je garde 7 secondes pour que je puisse techniquement reproduire votre voix. Donc faites attention à ça. C'est vrai qu'on vit dans un monde où il est difficile de faire confiance au contenu qu'on voit. C'est comme ça malheureusement. Mais voilà, je vous ai montré dans les coulisses un peu à quel point c'était facile. Et donc aujourd'hui, l'un des principaux dangers de l'intelligence artificielle, il y en a plein. Il y a des questions de société qui sont énormes. Mais le premier danger qui est brûlant, c'est la cybercriminalité. L'IA est un accélérateur de cybercriminalité, puisque n'importe quel non-informaticien qui s'improvise informaticien en herbe, avec l'IA, peut coder, programmer des programmes malveillants ou faire des fake news ou prendre votre voix, etc. Dans les années 60, dans les années 70, l'IA se développe, mais gentiment, en tout cas au niveau du grand public. C'est l'ère de l'IA symbolique, elle essaie de reproduire ce que nous faisons, elle essaie de comprendre comment nous agissons, et en fait, elle agit de manière très robotique, de manière très mécanique. Donc, les premiers jeux d'échecs, par exemple, informatiques, reproduisent des comportements humains. C'est essentiellement de l'IA qui fait du petit machine learning, mais qui a beaucoup d'exemples et qui reproduit des exemples. Pourquoi ? Parce que pour faire du vrai machine learning, donc de l'apprentissage permanent et continu fait par la machine et pas induit par l'humain, pour arriver à ce niveau-là, qui permet d'accélérer les choses, il a fallu attendre les années 80 et il a fallu attendre l'essor des processeurs, des ordinateurs, qui ont pu, dans les années 80, calculer beaucoup plus vite et donc analyser beaucoup plus d'informations. Dans les années 80, avec l'explosion de l'informatique, vous avez des ordinateurs qui peuvent analyser des milliards de données. Et donc, ça, c'est ce qu'attendait l'IA pour pouvoir exploser. Et donc, elle a commencé à devenir beaucoup plus intelligente, beaucoup plus performante et de manière assez rapide. Hein. C'est la loi de Moore, hein. Donc les processeurs doublaient plus ou moins de capacité chaque année et l'IA avançait très, très, très vite aussi. Mais c'est bien d'avoir des processeurs qui permettent d'analyser beaucoup de données. Encore faut-il que vous ayez ces données. Et ça, c'est un peu plus tard, encore une évolution majeure, avec l'explosion d'Internet. Explosion d'Internet et arrivée des réseaux sociaux fin des années 90, début des années 2000. L'IA a désormais les processeurs qu'il faut pour emmagasiner toute la matière que Internet va lui fournir. Et les réseaux sociaux, c'est de la matière un peu spéciale puisqu'il s'agit aussi de contenus très sociologiques, psychologiques, sociodémographiques. L'IA comprend comment les humains interagissent entre eux, jusqu'à comprendre à quel point une discussion peut énerver ou apaiser, à quel moment dans un forum de discussion un humain va péter les plombs, etc. L'IA le voit très très bien parce qu'elle travaille justement de manière statistique large avec des processeurs qui calculent tout ça. Donc ça a été à ce moment-là les premiers ordinateurs qui vous disent quel bouquin vous devriez acheter parce que vous êtes sur Amazon et qu'Amazon a analysé toute la donnée présente dans sa communauté, a fait le matching avec vos affinités, vous fait des propositions très intelligentes qui sont générées par IA. Donc voilà, début des années 2000, on est déjà avec de l'IA qui pénètre notre quotidien de manière assez claire. Et puis, fin des années 2000, on a une vraie explosion de l'IA générative qui aboutit à ce qu'on connaît donc aujourd'hui, cette IA générative qui nous fascine, qui est celle de ChatGPT et des autres.
Pourquoi est-ce qu'elle a explosé? C'est parce que depuis quelques années, on a vraiment remis le paquet sur ce que les fondateurs de l'intelligence artificielle voulaient faire, c'est-à-dire essayer de reproduire la façon de penser des humains. On s'est un peu égaré quelque part dans les années 80, 90, début 2000. On a fait de l'informatique de puissance avec des processeurs qui calculent. Et donc, ça nous a permis d'avoir des bases de données qui sont régurgitées, qui sont interprétées de manière assez systématique. On a fait un peu marche arrière dans certaines recherches pour faire du génératif pur, c'est-à-dire de faire confiance à la machine pour commencer à réfléchir par elle-même. Et je vais quand même être très clair là-dessus. Aujourd'hui, ChatGPT ne réfléchit pas dans le sens dont on l'entend habituellement, c'est-à-dire que ChatGPT n'a pas conscience de sa réflexion. Donc quand on parle de machine learning informatique, c'est surtout des essais-erreurs, des milliards d'essais-erreurs qui permettent à la machine par elle-même de se dire « je fais bien, je fais pas bien, je vais améliorer, je vais tenter quelque chose d'autre ». Et là où elle a un avantage sur l'humain, c'est qu'elle a le temps, elle n'est jamais fatiguée, et elle a maintenant cette puissance de calcul qui lui permet de faire des milliards d'itérations, parfois à la seconde, alors que nous, ça nous prendrait du temps et du temps. C'est ça l'IA générative, et elle essaye de copier ce que nous avons de plus intelligent, nous les humains, sans copier ce qu'on a de moins intelligent, en tout cas ce qui réduit notre intelligence à nous les humains. Qu'est-ce qu'on a de plus intelligent, nous les humains? C'est notre réseau neuronal, notre capacité à réfléchir de manière neuronale, qui est extrêmement importante, et qu'aujourd'hui, la plupart des IA copient. L'IA générative n'est pas encore neuronale au niveau de l'humain, mais elle en est très 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 loin. D'accord? Mais il y a des similitudes et des choses qui lui ont permis d'avancer parce qu'elle a pris des basiques que nous avons dans notre façon de réfléchir. Je prends un bête exemple. Quand je suis en train de vous expliquer quelque chose, mon cerveau génère des mots. Ces mots, je dois les choisir dans ce qu'on appelle l'échantillon statistique. Et je suis allé les chercher dans mon échantillon statistique en faisant des choix. En statistique, on parle de température. Les mots que je donne quand je parle, s'ils sont statistiquement probables, j'ai une température basse. S'ils sont créatifs, j'ai une température haute. Température haute qui est venue comme ça spontanément, c'est ce que j'ai voulu dire par défaut. J'aurais pu dire température élevée. Le mot élevé dans ma tête, à moi en tout cas, était plus bas au niveau des probabilités. Et si je l'avais employé, j'aurais dit la même chose ou plus ou moins la même chose avec une température plus haute. Si vous avez l'habitude de jouer avec ChatGPT, vous voyez que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous proposez une question, vous avez une réponse, et vous voyez que les mots s'enchaînent les uns après les autres, et que ChatGPT en fait les a alignés avec ce qui était le plus probable, ce qui convenait de dire. Ensuite, après l'avoir fait mot par mot, ChatGPT peut le faire aussi texte par texte, phrase par phrase, et remettre des contextes plus larges, ce qui nous donne l'impression que ChatGPT et que ses confrères réfléchissent. Et lorsqu'il me donne une solution, lorsque le texte apparaît, je reviens sur l'exemple que nous prenions. Lorsque le texte apparaît ici, voilà, par exemple ceci, on a l'impression que la réponse est consciente parce qu'elle est construite d'un coup. Pas du tout. Elle s'est construite au fur et à mesure du chemin et je l'ai eu tellement rapidement que j'ai cette impression de réflexion consciente. Je vais vous le montrer en démarrant une autre conversation. Et je vais lui demander de me générer une photo de gentil petit chat. Donc, vous avez peut-être noté que les derniers mois, les dernières semaines, les générateurs d'images, et ChatGPT en tête, sont devenus beaucoup plus performants. Donc, il est maintenant très très facile à partir de phrases parfois mal construites, de prompts mal construits. Mon prompt que je viens de mettre là sur l'écran, il n'est pas terrible. Génère une photo de gentil petit chat, ça n'est pas un bon prompt, il n'est pas contextualisé, il n'est pas complet, il n'est pas super clair. Mais ChatGPT va quand même se débrouiller et je vais avoir ma photo de gentil petit chat. Si on en reste sur ce que je disais juste avant, ce petit chat qui va apparaître, ça dépend un peu de la vitesse de génération, mais ce petit chat qui va apparaître, si je rappuie sur le bouton et que je recommence avec la même indication mot pour mot, j'aurai un chat différent à chaque fois. Et si j'appuie 1 million de fois sur le bouton, j'aurai à chaque fois un petit chat différent. Alors, pendant qu'il est en train
de générer le chat. Ah, je commence à le voir apparaître. Je pense qu'il sera roux. Et ça sera probablement un chaton. Et en fait, quand je vous dis ça, je pense statistique. C'est-à-dire que ça veut dire que dans son échantillon statistique très large, il a dû choisir évidemment uniquement des chats. Ensuite, il a estimé qu'un gentil petit chat, c'était plutôt roux. Ça dépend de son échantillon statistique, à travers les bouquins, les articles, tout ce qu'il a pu trouver dans sa base de connaissances, avait peut-être une dominante de petits chats roux. Et ça va être un chaton, voilà, on le voit arriver, parce que un chaton, c'est plus gentil qu'un chat adulte, en tout cas dans les exemples statistiques qui sont montrés. On parle souvent des biais de l'intelligence artificielle. C'est là que je voulais en venir quand je vous disais que l'IA copie ce qu'on a de plus beau dans notre cerveau, de plus intelligent, et évite de copier ce qu'on a de moins intelligent. Ce qui nous empêche d'être supérieurement intelligents, ce sont nos biais cognitifs. On a énormément de biais cognitifs qui nous empêchent au quotidien d'être plus rationnels, plus raisonnables dans nos choix, et moins intuitifs, et donc de faire moins d'erreurs. On parle beaucoup des biais de l'IA. Ici, par exemple, le choix d'un chaton roux de ce type-là peut être interprété comme un biais, parce que pourquoi ce chat-là et pourquoi pas un autre? Quand vous demandez à ChatGPT de vous générer une photo de trader ou d'infirmière, à trader, vous aurez un homme blanc de 40 ans. Parce que sa base d'entraînement va être composée essentiellement de ce type de photos et de visuels. Est-ce que c'est un biais de l'IA? Assurément pas. C'est un biais de l'échantillon statistique si on considère qu'il est mal calibré. Mais en fait, en l'occurrence, il est plutôt bien calibré. Alors, est-ce que c'est un biais de société? C'est une autre question. Et ça va être comme ça pour beaucoup de choses. Donc, ici, la réponse à ma question, donc, génère une photo de gentil petit chat, elle est tout à fait satisfaisante. Et pourtant, mon prompt, il n'était pas terrible, comme je vous l'ai dit. Je ne lui ai pas demandé tout ce détail, des moustaches aux yeux ouverts. Il a quand même été beaucoup plus loin que mon prompt. Il a extrapolé mon prompt statistiquement pour avoir un résultat plus fiable. Si je lui demande quel prompt as-tu utilisé pour générer cette photo, donne-moi le détail intégral. Réfléchis. Alors, premier scoop, on s'aperçoit, quelle horreur, que ChatGPT est anglophone. Il est vraiment anglophone. Donc ces outils, la plupart des outils que je vous montre là aujourd'hui sont américains ou chinois. En l'occurrence ici, c'est américain. Et quand vous écrivez en français ou en néerlandais et que vous envoyez une question, elle est envoyée dans le système en anglais. Lorsque vous recevez une réponse en anglais, elle a préexisté. Lorsque vous recevez une réponse en français, elle a préexisté en anglais. Il faut le savoir. Nous sommes, nous, francophones, handicapés. Nous avons un déficit de départ parce que nous ne sommes pas dans la langue de l'outil. Et il y aura forcément des erreurs, des biais liés à cette traduction automatique qui va être faite à chaque fois. Bref, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est le prompt. Et vous voyez ici qu'il me déclare avoir fait le prompt suivant. Donc l'image montre un petit chat roux avec des yeux qui sont en train de regarder la caméra, qui contraste avec le bois poli du sol, etc. Donc tout le détail de cette photo. Et quand vous lisez son prompt ici, vous fermez les yeux, vous avez le chat. Vous n'êtes pas très loin du chat qui est sur la photo. Ça veut dire que son prompt à lui est bien meilleur que le mien. Donc c'est un conseil que je vous donne. Quand vous avez l'impression de donner des bonnes instructions à un outil comme ChatGPT, il est toujours possible de mieux instruire la machine si vous lui demandez de vous aider. Quand vous faites un prompt, il n'est jamais anormal de dire « Tiens, et toi, comment aurais-tu formulé l'instruction ?» Voilà. Par contre, ce prompt que vous avez ici, que ChatGPT me déclare avoir utilisé pour faire ce chat, à aucun moment, ChatGPT n'a utilisé un prompt. Là, ce qui s'est passé, c'est que ChatGPT, à nouveau pour me faire plaisir, comme dans la question sur la mer du Nord, a inventé le prompt qu'il aurait pu faire pour générer cette photo. Je vous le disais dans l'exemple précédent, le texte qui arrive avec la réponse qui a marché sur la mer du Nord n'arrive pas d'un coup. Il est généré étape par étape, comme un petit filet d'eau qui suivrait son cours et qui, à chaque rocher, choisirait d'aller à gauche, à droite. C'est comme ça que fonctionne la formulation des réponses dans LLM. C'est la même chose pour les images. Et donc,
ce prompt n'existe pas, donc le prompt que ChatGPT m'a proposé n'existe pas, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça se passe étape par étape. Il va refuser et accepter des éléments pour arriver à ce résultat final qu'il ne connaît pas au départ. Et ça, c'est une grande différence entre les humains et les LLM. Lorsque je commence une argumentation, lorsque j'essaie de vous expliquer quelque chose, j'ai probablement le début, le milieu et la fin de mon argumentation bien en tête. Si j'ai 2 exemples à vous donner, je les ai déjà. Ils viendront plus tard dans mon exposé, mais je les ai déjà. ChatGPT n'a pas ça. Donc, c'est une force que nous avons, cette conscience de ce que nous racontons et d'un bout à l'autre, que les LLM n'ont pas, en tout cas pas de cette façon. Évidemment, c'est largement compensé à leur avantage par la vitesse de production qui fait que, de toute façon, l'élément construit complet, début, milieu et fin, on l'a d'un coup et donc le résultat est similaire. Voilà. Si vous vous posez la question sur la génération d'images, au niveau des droits, l'image qui est générée là n'appartient à personne pour l'instant. Donc elle est libre de droit jusqu'à ce qu'elle soit déposée, enregistrée. Et encore, ça dépend des pays, ça dépend de la façon dont c'est fait. Pire que ça, parce que c'est vrai que ce sont des questions éthiques qu'on peut légitimement se poser, aujourd'hui, en l'état des choses, la voix que je vous ai montrée tout à l'heure, qui en l'occurrence est la mienne, mais dans mes workshops, je prends la voix des participants. Si je prends votre voix avec Eleven Labs en l'enregistrant pendant 30 secondes et que je la mets sur mon ordinateur, l'objet technologique qui est sur mon ordinateur n'appartient à personne. C'est-à-dire que ce n'est pas votre voix techniquement, c'est une reproduction faite avec IA d'une voix qui ressemble à la vôtre. Et si on recommence l'exercice plusieurs fois, j'en génère 4 ou 5 qui à l'oreille seront tout à fait les mêmes, bien, ce seront 4 objets technologiques différents. Évidemment, je n'ai pas le droit de les utiliser parce qu'on ne peut pas usurper une identité, mais à la base, la détention de ce type d'objet n'est pas aujourd'hui répréhensible. Ce qui pose évidemment des tonnes de questions. Je ne suis pas en train de défendre ces outils en disant que c'est bien, mais aujourd'hui, en tout cas, les images que vous générez avec ChatGPT, les images que vous générez avec Midjourney, qui est son grand concurrent pour la génération d'images, vous pouvez les utiliser. Et souvent, elles sont inspirées, créées à partir de bases d'entraînement qui sont des bases d'entraînement d'auteurs qui ne sont pas suffisamment protégées, à mon avis, dans cette évolution technologique qui va beaucoup trop vite. Alors, je reviens sur cette notion statistique, puisqu'on parle de ce qu'est l'IA générative. Lorsque vous avez une réponse comme celle que je vous ai montrée avec la mer du Nord, la chaîne de réponse, les éléments de réponse sont divisés en tokens. Vous entendrez souvent parler de tokens en IA. Les tokens, ce sont les plus petits échantillons statistiques dans un modèle de langage, par exemple, comme ici. Ça va être des bouts de phrases, des bouts de mots, des syllabes ou des lettres. Il n'y a pas de règle, puisque ça va dépendre de la base d'entraînement. Et vous voyez ici une phrase qui est reproduite et recollée. Vous avez 66 tokens qui sont à chaque fois distingués par les couleurs que vous avez là-bas. C'est important de le savoir, parce que tout le business model de l'IA générative des LLM est basé sur les tokens. Aujourd'hui, si vous prenez un abonnement payant à ChatGPT, que vous payez 25 ou 30 $ votre abonnement par mois, c'est une partie du modèle. Mais la grosse partie du modèle, c'est quand j'étais tout à l'heure sur Gamma, pour générer cette présentation PowerPoint qui parle de la déclaration gouvernementale. J'ai pris un abonnement Gamma. J'ai payé 10 $ mon abonnement Gamma. Lorsque Gamma m'a généré mon plan et m'a généré le texte de la présentation, Gamma paye ChatGPT selon tous les tokens qui sont générés. Donc plus longue va être ma présentation, plus Gamma va payer de tokens à OpenAI, qui est la société qui est derrière ChatGPT. C'est important de comprendre que ça fonctionne de cette façon-là. Alors, une fois que vous avez cette réponse avec un texte qui est ici illustré en token, comme mon chat, c'est des tokens aussi, même si c'est une image qui est générée, ce sont des tokens, et la réponse à la question sur la mer du Nord, ce sont des tokens. Derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est donc une masse de données qui doit être interprétée pour générer une proposition. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez des fonctions logarithmiques qui vont vous permettre de ranger ces données correctement, de prendre des bonnes décisions, de faire les bons choix de ce qu'on va vous reproduire. Il y en a des tonnes, des fonctions. C'est ça qui est passionnant en algorithmique, c'est que vous avez plein de méthodes pour essayer de faire des choix corrects de distribution, de tri, de distillation. Je vous en donne 2 ou 3 comme ça à la volée pour bien comprendre. Quand vous voulez prendre une décision d'un choix entre le mot A et le mot B, une des méthodes les plus connues, c'est la random forest, que vous pouvez appliquer au quotidien. Random forest, c'est simple. Vous séparez des éléments indépendants qui vont vous donner un avis, vous proposez une décision, et vous allez être
le superviseur et vous allez agglomérer ces avis pour prendre la décision finale. Imaginons que vous ayez votre, je sais pas, votre petite nièce qui est à l'école et qui va passer ses examens et vous voulez deviner si elle va réussir ses examens de fin d'année. En méthode Random Forest, vous allez isoler ses parents, vous allez isoler ses camarades de classe, vous allez isoler son petit copain, vous allez isoler ses professeurs et faire des groupes différents qui ont une vision différente de la situation. Chacun va vous dire, bah, oui, Julie, elle va pas réussir son année, ou elle va réussir ses examens ou pas. Et à la fin, vous allez peut-être pondérer les avis de chacun en disant, bah, peut-être que les professeurs sont mieux placés pour comprendre si elle va réussir ou pas. Voilà. Ça a l'air basique, mais c'est beaucoup trop peu appliqué. Nous, les humains, on a tendance à prendre des décisions souvent trop intuitives et ne pas passer par ces étapes de rationalisation. L'IA le fait systématiquement. C'est en ça qu'elle est, sous certains points, beaucoup plus fiable que nous pour arriver à une conclusion. Je vous ai montré des cas de non-fiabilité avec les hallucinations, mais évidemment, une IA extractive va arriver à des niveaux de fiabilité bien supérieurs à ceux des humains dans beaucoup de cas. Là, je pense notamment à l'imagerie médicale. En imagerie médicale, si vous voulez détecter une tumeur dans un poumon, l'IA est beaucoup plus forte que l'œil humain pour y parvenir, et depuis longtemps. Depuis, je pense que 2011, le test de Google, c'était pour détecter un diabète de type B par la dilatation de la pupille. L'IA interprétait beaucoup mieux ce qu'elle voyait qu'un médecin expérimenté. Ce qui n'est pas du tout grave en soi. Mais voilà. Et ça passe par ce type de méthode de data setting et de distribution. Je vous en montre deux, en fait. Je vous montre la méthode Random Forest. Je vais parler de celle qui a vraiment été un accélérateur en IA générative, la méthode GAN, qui a été inventée par Ian Goodfellow, qui a travaillé chez Google, chez Apple, chez OpenAI. La méthode GAN, c'est très facile à comprendre. C'est celle du petit chat. C'est-à-dire qu'au sein de l'algorithme, vous avez ce qu'on appelle un générateur et un discriminateur. Le générateur, il va aller chercher, dans mon exemple de petit chat, dans sa base de connaissances, dans son dataset, ce qu'on appelle un dataset, toutes les images de petit chat qu'il va pouvoir trouver. Et comme j'ai demandé à un gentil petit chat et qu'il va vouloir me générer un gentil petit chat qui n'existe pas, il va recompiler les éléments pour faire une proposition. Au début, ces propositions ne vont pas être terribles. Elles vont être complètement inacceptables. Inacceptables par qui? Par le discriminateur, qui fonctionne plus ou moins de la même façon avec son propre échantillon, et qui va dire ce que tu me proposes, ça passe ou ça ne passe pas. Et il va le faire des millions de fois. Et jusqu'à ce que ça soit fourni à l'humain que je suis, qui va se dire, bah, super, ce petit chat ressemblait vraiment à un gentil petit chat qui aurait pu exister, sauf qu'il est complètement artificiel, il n'existe pas. Ça, c'est la méthode GAN. Et cette méthode GAN, elle est extrêmement importante. C'est celle qui permet d'arriver au résultat qu'on a aujourd'hui de fiabilité et de performance. Elle va fonctionner des milliers de fois, des millions de fois s'il le faut, jusqu'à avoir une adéquation sur un maximum d'éléments. Et c'est pour ça que mon petit chat a été réussi. C'est pour ça aussi que vous avez des startups médicales qui, aujourd'hui, génèrent des médicaments avec ce type de méthode. Ils génèrent des propositions de molécules pour des traitements avec cette méthode. Vous comprendrez facilement que ça va beaucoup plus vite qu'un laboratoire qui peut mettre 4-5 ans à avoir les mêmes résultats qu'une IA qui va, en quelques minutes, générer des centaines de propositions qui sont fiables ou en tout cas intéressantes à explorer. Voilà, donc c'est une autre bonne nouvelle puisque l'humanité s'en trouve également grandie. Il y a des progrès médicaux qui sont incroyables les dernières années en médecine grâce à l'IA et évidemment, tant mieux. Voilà, je vous ai montré, je regarde le timing, je vous ai montré des exemples d'IA générative comme la présentation Gamma. Je vais vous montrer ce que vous pouvez en faire en combinant génératif et extractif. Et pour ça, je vais vous parler des retranscripteurs IA. Je vais aller sur un outil qui s'appelle Lixi. Et là, pour le coup, c'est belge. Donc, Cocorico. Lixi, c'est un retranscripteur comme vous en voyez beaucoup aujourd'hui déjà. Voilà. Je vais prendre une présentation qui est ici. Voilà une réunion qui a duré 1h14 et 4 minutes, qui a été retranscrite complètement par de l'IA. Vous voyez ici la retranscription de cette vidéo, de cette vidéoconférence. Elle est entièrement retranscrite et de manière plus ou moins fiable. Donc l'extractif, je vous avais dit tout à l'heure, son job, c'est d'être le plus fiable possible.
Lixi est un outil qui, aujourd'hui, en français et en néerlandais, est le plus fiable sur le marché au niveau européen. Il y en a 2-3 qui sont au même niveau, dont Lixi, et puis il y a les autres. Donc c'est important, quand vous voulez faire des retranscriptions via l'IA, c'est important d'utiliser des outils qui ont une bonne fiabilité de retranscription. Cette tartine que vous voyez sur ma gauche, qui est donc cette retranscription d'1h15 de meeting, personne ne va la lire. C'est indigeste, c'est pas du tout son but, c'est pas sa vocation. Par contre, c'est de l'or brut pour l'IA générative qui va prendre le relais. Puisqu'une fois que j'aurai cette retranscription bien propre, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle du chapitrage, c'est-à-dire que l'IA générative va inventer une personne externe qui aurait assisté à la réunion et qui va chapitrer, chaque fois qu'on a changé de sujet, on en fait un nouveau chapitre et on explique de quoi la réunion parlait. Vous voyez ça, c'est typiquement ce que l'extractif ne fait pas et ce que le génératif va apporter en plus. Tout comme le résumé que vous avez à droite, qui va être le résumé de cette réunion, c'est le génératif qui va reformuler, repérer les points forts, repérer ce qu'il est vraiment à retenir, comme on l'aurait mis dans un résumé si on avait été un humain en train d'écrire un résumé. Mieux que ça encore, l'IA extractive a fait son job et l'IA générative va repérer tous les points d'action, toutes les tâches à suivre et les mettre dans un onglet « Tâches à suivre ». Toutes les questions qui ont été posées pendant ce meeting sont recensées ici, dans l'onglet « Questions ». Voilà. Et ce que j'aime bien chez Lixi, c'est qu'ils vont même un peu plus loin. Ils ont un système, ils appellent ça des scorecards. Bon, ce sont des objectifs. Alors, en très résumé, je vous le montrerai avec un autre exemple juste après. Vous pouvez définir des objectifs que vous allez ensuite assigner à des réunions. Donc, par exemple, il est important parfois qu'une réunion soit très collaborative et que tout le monde puisse s'exprimer. Vous créez avec une IA au sein de Lixi un objectif et vous donnez les règles que vous voulez. Vous dites par exemple, tu prends le nombre de participants et de participantes, tu divises en 2 et c'est le pourcentage de temps de parole minimum de chacun. Vous créez cet objectif, vous l'assignez à une réunion qui démarre et au bout de 7h15 de réunion, vous recevrez votre bulletin qui vous dira si vous avez atteint partiellement, totalement ou pas du tout votre objectif. Ça, c'est extraordinaire en termes d'analyse réelle, complète d'une réunion. C'est extraordinaire en termes de potentiel outil de formation. Donc pour accompagner des formations, pour agrémenter vos formations. Je vais vous le montrer autrement avec un exemple un peu cliché, un peu too much, très américain. C'est une entreprise américaine qui s'appelle Hyperbound et qui propose des jeux de rôle en IA. C'est pour les call centers, donc c'est des jeux de rôle pour les centres d'appel. Et dans les centres d'appel, depuis des années et des années, le moyen de former les équipes le plus efficace, ce sont les jeux de rôle. Donc vous avez un nouveau produit qui est à proposer au téléphone dans le centre d'appel et on échange avec son manager dans un jeu de rôle pour voir si on peut le proposer correctement avant de prendre son téléphone. Ben, vous avez la même chose en version IA ici. Donc j'ai par exemple ici Alex Dupont. Il a des problèmes avec son data provider. Je peux discuter avec lui, ça va être en américain. Il est Vice President of Sales Operations dans un Customer Center et je peux l'appeler pour essayer de lui vendre une solution de données. J'essaie de l'appeler. J'espère qu'il est là. Hello, who is this? Hi, Mr. Dupont. It's Dominic speaking. How are you doing today? I'm doing all right. Why are you calling me? Well, I'm calling you on behalf of your colleague Jessica. She told me that maybe you have issues with your data provider. Can we have a talk? Look, I wasn't expecting this call. I'm not interested in switching data providers. Voilà, bon, il me rend la vie un peu difficile. Donc j'ai tout un chemin à parcourir pour essayer de lui faire une démonstration de mon produit ou d'obtenir un rendez-vous. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est évidemment simulé ici. Vous voyez que j'ai directement, une fois que j'ai raccroché, à droite, la retranscription de ce call. Et là, il est en train de me préparer mon petit bulletin, son appréciation de ma prestation. La combinaison des deux, c'est vraiment un outil formatif génial qui peut évidemment se combiner avec un management humain classique. Les deux se combinent à merveille. Vous voyez d'ailleurs qu'ici, j'ai AI Coaching, AI Review, et puis j'ai le manual review de mon manager qui va pouvoir superposer à la vie de l'IA. En l'occurrence, ce que me dit l'IA, c'est plein de choses intéressantes. Par exemple, dans ce call, j'ai parlé à une vitesse de 176 mots par minute. C'est beaucoup trop rapide, il me le dit, et donc j'aurais dû freiner mon débit de parole ici. Voilà, vous voyez cet exemple. Je n'aurai pas le temps de m'attarder trop sur l'évolution de ces outils, mais c'est un exemple d'IA agentique. La start-up
Hyperbound, créer des agents, donc des personnages, comme ce monsieur qui n'existe pas, qui vont avoir un rôle, et l'IA va appliquer ce rôle. L'IA agentique, c'est le niveau supérieur du prompting que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous êtes aguerri sur les outils de LLM, de manière naturelle ou via vos formations, vous ferez de plus en plus de l'agentique. Vous transformerez ChatGPT en outil qui en fait remplit des rôles que vous allez lui attribuer et qu'il va pouvoir répéter, reproduire et optimiser. Je vais l'illustrer autrement. Voilà, donc je disais tout à l'heure que le prompting, donc la capacité de donner des instructions claires à la machine, c'est super important. Je pense même d'ailleurs que c'est le soft skill des 5 prochaines années. Donc on a aujourd'hui, on voit l'essor des LLM et des outils de ce type. On voit qu'il y a une différence entre une bonne instruction et une mauvaise instruction. Et en fait, si on n'est pas tous managers aujourd'hui, on va le devenir demain, puisqu'on aura tous des équipes virtuelles d'agents intelligents en intelligence artificielle à gérer. Ça veut dire que la capacité de donner des instructions, qui n'est pas n'importe quelle capacité, hein, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas si facile que ça, la capacité de pouvoir donner des instructions correctes, qui soient comprises, qui ne soient pas paradoxales, qui soient logiques, bah, il faut l'apprendre ou la réapprendre. Parce que c'est celle dont on a besoin pour donner ces instructions aux machines. C'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est de combiner cette faculté de capacité d'instruction avec le dataset. C'est-à-dire comprendre qu'une IA ne sera jamais intelligente, entre guillemets, si sa source de données n'est pas bonne. Il vaut mieux avoir des algorithmes pourris et un énorme dataset que l'inverse. Donc, quand on se perfectionne en prompting, on comprend très vite que le rangement des données, c'est la clé. Et enfin, le niveau 3 et le niveau 4, c'est lorsque vous transformez une IA en agent, et donc elle a un rôle à tenir, et vous, par exemple, hein, vous la transformez en responsable des ressources humaines. Vous allez donc, au niveau 1, lui demander des choses. Par exemple, qu'est-ce que tu ferais j'ai un recrutement difficile, j'hésite entre 3 candidats, voilà les CV, est-ce que tu me conseillerais d'engager le premier, le deuxième ou le troisième? Niveau 2, ça va être de lui donner beaucoup plus de matière, beaucoup plus de CV comparatifs de qui sont les personnes idéales dans ce job où vous hésitez entre 3 candidats. Et le niveau 3, ça va être carrément de lui dire, écoute, je te pose la question, mais je te pose la question en tant que responsable des ressources humaines expérimentées. Quand vous faites ça, quand vous transformez votre discussion, votre conversation simple avec ChatGPT en roleplay, en jeu de rôle, le simple fait de lui dire, à partir de maintenant, tu es mon directeur des ressources humaines, c'est comme si vous lui donnez des millions d'instructions. C'est-à-dire que dans son dataset, dans sa base de connaissances de données, ChatGPT va aller chercher spécifiquement tout ce qui correspond au job, à la compétence de directeur des ressources humaines. Ça n'a l'air de rien, mais les quelques mots que vous allez ajouter vont le transformer et transformer la qualité des réponses. Jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau 4, où vous allez lui expliquer quel type de DRH vous voulez qu'il soit, ou qu'elle soit, et de quelle façon vous allez améliorer ça jusqu'à avoir un digital twin. Dans le jargon, un jumeau numérique, c'est quelqu'un qui vraiment, à s'y méprendre, fait le job d'un DRH ou d'une DRH. Alors quand je dis ça, ça donne l'impression que le job va être remplacé. Mais ce que je vous disais au début, et je vais conclure là-dessus, les jobs ne seront pas remplacés par l'IA. Ils seront remplacés par les personnes qui utiliseront l'IA efficacement. Tout ce que vous allez, dans mon exemple ici que je viens de donner, ce que vous allez faire, c'est que vous allez upgrader la fonction et récupérer beaucoup de temps pour beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus d'interaction humaine, beaucoup plus de coaching aussi humain, qui n'était pas disponible parce qu'on est souvent accablé par les tâches administratives, les tâches répétitives. C'est cet équilibre-là qu'il va falloir trouver entre l'IA et votre fonction actuelle. Et je pense qu'il est urgent de s'y consacrer. Parce que l'évolution des outils fait que si on s'y met maintenant, en quelques semaines, en quelques mois, vraiment cet équilibre humain-machine, il est à portée de main. Et si on ne le fait pas, malheureusement, par contre, alors on aura un retard sur ce qui est possible de faire et qui va se mettre en place progressivement. Ce n'est pas du tout la même vitesse pour tous les métiers. Il y a des métiers beaucoup plus impactés que d'autres. On prend toujours traducteur comme exemple. Évidemment que traducteur, aujourd'hui, c'est très compliqué d'être traducteur professionnel et de ne pas travailler avec l'IA. Graphiste, c'est évidemment compliqué.
Mais des fonctions qui sont prétendues plus intellectuelles comme avocat ou juriste sont tout aussi impactées de la même façon. Comptable, je pense vraiment que pour les comptables, dans les 2-3 ans qui viennent, il sera quasiment impossible d'avoir un cabinet comptable sans utiliser l'IA. Et donc, recruter des collaborateurs dans un cabinet comptable qui maîtrisent déjà ce type d'outil. Donc mon invitation, elle est positive, elle est encourageante. C'est une évolution technologique majeure et qui s'inscrit un peu dans l'air du temps. Certes, ça va vite, mais ce n'est pas du tout inaccessible. Mais il est grand temps de s'y mettre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez on va avoir une séance de questions-réponses, mais si vous souhaitez continuer avec moi, je suis sur LinkedIn, c'est ma deuxième messagerie, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et merci de m'avoir écouté. Bonjour, rebonjour à tout le monde. Merci d'être resté avec nous. Vous étiez nombreux. Je vois facilement 1700 personnes qui sont connectées et plus de 700 questions qui sont déjà passées. Nous avons fait une sélection de celles-là pour aller en détail ici avec M. Mangiatordi. Peut-être avant de commencer, déjà, vous avez parlé pendant 1 heure, c'était très très intéressant, mais s'il faut retenir une seule chose de cette présentation, qu'est-ce que vous direz? C'est ma conclusion, c'est l'agentique. C'est-à-dire que si vous découvrez l'IA, vous allez passer par plusieurs étapes. Faites-moi confiance, vous allez d'un moment ou un autre, vous allez atterrir sur la notion d'agentique, c'est-à-dire faire usage de l'IA pour qu'elle ait un rôle récurrent, permanent, répétitif et utilisable par d'autres. Donc vous allez commencer par des conversations, des services qu'elle va vous rendre, créer des textes, traduire, faire des choses, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, vous la configuriez pour que vraiment elle accomplisse des tâches régulières. C'est ça le message principal que je voulais faire passer. Mmh. Ok. Et il y a beaucoup de questions en fait qui ont été demandées par rapport des comptes payants, etc. Par exemple, il y a plusieurs outils qui ont été montrés lors de la présentation. Est-ce que c'est des versions gratuites? Est-ce qu'il y a des alternatives gratuites? Ou est-ce que c'est payant? Pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Oui, alors ça change beaucoup. On est dans un environnement très concurrentiel, très commercial aussi. Mmh. Donc, je pense qu'il vous faut un outil central qui est votre compagnon de conversation central. On parle beaucoup de ChatGPT, mais ce n'est plus aujourd'hui ni le seul outil, ni forcément le meilleur. Par opportunité, mais là on est en mai 2025, donc ça changera peut-être dans 2 mois, mais là je vous conseillerais d'aller sur Google Gemini, qui dans plein de versions est gratuit et tout aussi efficace que ChatGPT. Donc si vous allez sur Google AI Studio, pour créer des textes, des vidéos et des images, c'est le même niveau de performance que ChatGPT, payant, mais là c'est gratuit. Vous avez aussi un outil que je n'ai pas pu montrer qui s'appelle Notebook LM, qui est édité par Google, qui est le meilleur outil de gestion documentaire. Donc ça, c'est ma recommandation. Par contre, très vite, sur des usages verticaux, donc si vous êtes comptable, pour reprendre l'exemple que je prenais juste avant, forcément dans votre domaine, il y a un outil qui va se dégager, il sera forcément payant et c'est bien normal. Par contre, les outils sont aujourd'hui proposés avec des licences à 20, 30, 40, 50, 60 $ ou euros par mois. Si c'est le cœur de votre métier, c'est encore tout à fait accessible, si ça peut vous rendre beaucoup de services et vous faire gagner des heures et des heures de travail. Ben justement aussi, en parlant du prix que vous venez de mentionner, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'il existe des plateformes qui donnent accès via un paiement mensuel à plusieurs outils sans payer des abonnements individuels sur le côté? Oui, bien sûr. Par exemple, sur les LLM, parce que j'étais beaucoup là-dessus, Perplexity, qui est très connu, est un agrégateur. Donc Perplexity va dans ChatGPT, chez Google, chez Amazon, chez Mistral, qui est l'outil français, chercher les informations et les agrège. Donc vous payez un abonnement Perplexity, vous ne payez pas un abonnement à chacun de ces outils. Donc ça, il y en a. C'est beaucoup plus... Je pense que jeudi, vous allez rentrer dans le détail de ce genre d'application, mais je parlais d'agentique. Derrière l'agentique, vous avez maintenant des connecteurs qui vous permettent de connecter plein d'outils, payants, gratuits ou pas. Et le plus connu aujourd'hui, c'est N8N, qui est pour 29 $ un outil qui vous permet de vous connecter à des centaines d'outils différents. Donc oui, il faut rechercher un peu. Ce qui est fascinant quand on est curieux et ce qui est complètement fatigant quand on ne l'est pas, c'est que les outils, chaque semaine, vous avez des centaines d'outils qui voient le jour, des payants, des gratuits. Les payants deviennent gratuits, les gratuits deviennent payants. Et pas si simple. Et ainsi de suite. Mais, en effet, beaucoup d'outils qui existent. Il y a une première question qui était peut-être un peu plus globale, c'était par rapport, c'est quoi un prompt? Je vais déjà vous renvoyer à un learning snack sur notre site web que vous pouvez suivre pour avoir plus de détails là-dessus. Mais peut-être en une phrase, c'est quoi un prompt? C'est vraiment l'instruction que vous donnez à une machine. Et
il ne faut pas trop se prendre la tête avec ce terme, hein, parce qu'on parle de prompt engineering. Je prompt, tu promptes, qu'il promptasse. C'est une instruction donnée à une machine. Et alors, on a extrapolé ça à l'IA, donc c'est l'instruction que vous donnez à un outil d'IA. Tout simplement. Sinon, il y a aussi beaucoup de questions qui ont été demandées par rapport aux exemples qui ont été donnés. Je vais un peu les résumer. Mais d'abord, par exemple, à marcher sur la mer du Nord que vous avez donné au début. Pourquoi la réponse a été différente les deux cas? C'est quoi la raison? Pourquoi Alors, je vais réexpliquer. C'est pas facile à expliquer. Hein. ChatGPT ne va pas chercher dans une base de données une réponse toute faite en rebrodant de petits textes autour. ChatGPT a une connaissance quasiment complète de l'intégralité des informations dont nous disposons sur Internet et ailleurs. Par rapport à ma question, là, visiblement, dans les 3 exemples que j'ai donnés, il a préféré répondre que de me dire « non, je n'ai pas trouvé l'information ». Ça veut dire qu'il a dû inventer quelque chose qui n'existait pas, et dès que vous rentrez dans quelque chose comme ça, du narratif, les combinaisons vous avez des milliards de possibilités, il aurait pu dire tout et n'importe quoi. Comme je l'expliquais, il a réduit son dataset pour aller chercher plutôt des sportifs, ou des aventuriers, ou des scientifiques, ou une combinaison un peu de tout ça. C'est pour ça qu'il a parlé de Jacques-Yves Cousteau. Mais on entend presque réfléchir, en fait. Il est juste en train de réduire son dataset pour aller chercher des réponses qui vont le satisfaire, parce qu'elles seront crédibles. Si on avait été 20 autour de la table avec la même version de ChatGPT, et que j'avais posé une multiplication simple de type 612 fois 4214, j'aurais eu de bons et des mauvais résultats. J'aurais eu des erreurs, en fait, sur une multiplication qui pourtant est simple. Parce que c'est un outil d'abord sémantique et qu'il a une tentation à répondre de manière exclusive. Cette tentation à répondre de manière exclusive, c'est ce qui nous permet d'avoir des propositions de stratégie un peu innovantes, d'avoir des suggestions auxquelles on n'aurait pas pensé, etc. Donc si vous réduisez cette capacité aujourd'hui dans l'état des connaissances, vous aurez des ChatGPT qui auront l'air beaucoup moins intelligents. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc on pourrait aussi dire en fait que le ChatGPT, quand on lui pose des questions, est-ce que dira non, parfois je ne sais pas la réponse, ou va toujours venir avec une réponse construite, il fera les deux, inventée? Il fera les deux. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le jour où vous avez l'impression que ChatGPT est devenu fiable parce que vous aurez eu 3 fois, dans mon exemple, ou 10 fois, ou 30 fois, non, je ne sais pas, personne n'a marché sur la mer du Nord à ma connaissance, c'est le plus grand piège. Parce que une fois, au bout d'eux, vous aurez la réponse, c'est machin qui a marché. Donc, une IA générative de ce type-là, un LLM de ce type-là, aujourd'hui, en mai 2025, n'est pas encore calibré pour être fiable à 100%. C'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est la génération. C'est la génération de textes et de mots pour faire croire qu'on est face à quelqu'un d'intelligent en quelque sorte, donc qui sait raisonner, qui sait produire du texte, mais n'a pas pour autant vérifié si les faits sont vrais derrière. Et donc il faut éviter l'anthropomorphisme, parce que même faire croire, c'est un peu lui faire injustice. On a un formidable outil statistique qui recrache des propositions statistiques et qui nous donne l'impression d'être intelligent, mais qui ne l'est pas. Pas de cette façon-là, en tout cas. Et ça m'emmène un peu au deuxième exemple. Vous avez parlé du tribunal, et justement, il y a au moins 2 personnes qui ont réagi assez de façon, avec un vécu personnel. Entre autres, j'ai gagné une affaire de tribunal contre un grand fournisseur d'énergie. Pour m'y préparer, j'ai utilisé ChatGPT et il m'a aidé, etc. Quelqu'un d'autre aussi qui a dit, j'ai testé en lui demandant d'être un avocat. Grand ponte dans les affaires familiales, il m'a aidé à générer des conclusions. Donc, quelle est la fiabilité dans ce cadre-là? Parce que... Alors là, c'est vraiment le bon usage. Donc, si vous acceptez de ne pas faire confiance, ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut pas utiliser. Donc, j'ai plusieurs clients qui sont justement des grands bureaux d'avocats. Préparer une plaidoirie, c'est un bon exemple. L'IA est formidable pour vous aider à préparer une plaidoirie. Elle a accès aux bases de connaissances, elle va vous suggérer une stratégie de défense ou d'attaque qui sera souvent très très bonne, et ce n'est pas moi qui parle, ce sont mes clients qui l'ont confirmé. Et malheureusement, dans cette stratégie, il y aura des choses qui seront incorrectes. Donc ça, c'est justement le métier de l'avocat senior qui va prendre ce qu'il y a à prendre et refuser ce qu'il faut refuser pour avoir sa propre version, bien corrigée, bien vérifiée. C'est ça la combinaison IA humain. C'est en ça que les avocats qui utiliseront l'IA seront beaucoup plus forts que ceux qui n'utilisent pas l'IA. Mais ce n'est pas l'IA qui fait le job à votre place complètement, en fait. Donc c'est déjà... J'ai une grille, je ne vais pas montrer dans mes slides, mais j'ai un tableau, en fait, où dans certains cas, vous devez avoir une fiabilité à 100%, et donc souvent, vous devez dire bye-bye à l'IA générative. Et dans certains cas, vous pouvez accepter une fiabilité de 80, 70, 60, même de 40% si ça permet d'être créatif. Le cas d'une plaidoirie, c'est peut-être 70% dans la phase de préparation, où vous acceptez qu'une IA soit hallucinatoire, parce que globalement, elle vous a quand même appris beaucoup de choses.
Et c'est 100% de fiabilité demandée quand vous êtes face au juge. Où là, vous devez avoir tout vérifié parce que tout ce que vous allez dire doit être sourcé, vérifié, etc. Voilà, les deux se combinent à merveille. Donc en gros, c'est une source, mais il faut vérifier ce qu'il y a derrière. C'est ça la conclusion à donner. Oui, on peut dire ça. Ça m'emmène à la prochaine question qui était comment distinguer réalité des hallucinations? Qu'est-ce qui peut aider les gens là-dedans? Ça commence à devenir très très difficile. Donc c'est aussi une expertise de vérifier les sources. C'est un soft skill aussi en fait. La rigueur de la vérification des sources, c'est à la portée de tout le monde, mais c'est du travail. Ça demande une énergie. Et puis même si on y arrive, on ne pourra pas y arriver pour tout. Donc les images aujourd'hui arrivent à un niveau tel qu'il est impossible à l'œil nu de distinguer une image artificielle d'une image réelle quand c'est bien fait. Donc il faut encore gratter différemment, quoi. Il faut qu'il y ait une vérification qui va au-delà de simplement la vérification de l'image. C'est d'où vient-elle? Est-ce qu'à un moment dans son processus, elle a été validée, certifiée? Par exemple, Google, lorsque vous générez une image avec Google, vous avez un filigrane qui est un filigrane de certification. Donc les images générées en IA par Google sont traçables. Ce n'est pas le cas de tous les outils. D'accord. Donc ça va être compliqué. Et donc là, on parle d'images, mais par exemple de ressources textes. Par exemple, il y a l'exemple de la mer du Nord. Bon, c'est encore assez facile à les vérifier, je suppose. Mais est-ce qu'il y a quelque chose... On va en parler jeudi, justement, en éthique, les questions éthiques par rapport à ça. On va en creuser un peu. Mais pour un premier conseil pour les gens ici... Aujourd'hui, les outils les plus rapides pour vérifier la vraisemblance d'une information sont des outils d'IA. C'est un peu paradoxal, c'est un peu schizophrène ce que je raconte, mais vous pouvez aussi utiliser une IA A qui va vous donner des réponses, une IA B qui va vérifier, dont le rôle ne sera que de vérifier les réponses. Donc si vous avez vu ma question pour la mer du Nord, oui. Elle est très simple, et j'ai une IA qui n'est même pas encore agentique. J'ai une conversation, elle n'a pas de rôle, elle ne sait pas pourquoi elle est là, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire de manière générale. Donc elle va répondre à mes questions. Si la question suivante, je lui demande la recette de la soupe aux champignons, elle va me répondre. Elle n'est pas encore grand chef des restaurants étoilés. Donc il vaut toujours mieux calibrer, cadenasser une IA dans un rôle agentique, elle répondra mieux. Donc j'en aurai une dans ce cas-là qui va me donner des réponses pour ma question sous la mer du Nord. Mais alors j'en prends une deuxième qui sera une sorte d'enquêteur, investigateur de sources, qui ne fera que vérifier des sources et qui va contredire l'autre IA. C'est bizarre de penser comme ça, parce qu'en informatique, on a ces vieux réflexes de se dire « mais non, mais tout est dans une base à un endroit, on va le chercher, c'est bon ». L'IA générative réfléchit de manière statistique, et donc si vous la calibrez bien, vous aurez d'autres résultats. Et donc parfois, vous devez jouer le jeu de la contradiction. Un peu l'avocat du diable aussi, on va intervenir en même temps. C'est spécial, c'est rigolo, et c'est vraiment particulier. J'ai aussi pas mal de gens ici qui sont revenus sur le futur du travail, en quelque sorte. Par exemple, quelle est encore la plus-value de l'expérience, en particulier les spécialistes en communication, ou bien encore, est-ce que le travail de rédaction-traduction est voué à disparaître? Est-on voué à devenir un outil de correction en tant qu'humain? C'est une vraie question, en fait. Je pourrais essayer de la balayer sous le tapis. Quand on parle de traduction, ça dépend de quel type de traduction on parle déjà. Une traduction basique, si elle est mieux faite par l'IA, elle est mieux faite par l'IA. Donc, les métiers se découpent souvent en tâches. Si vous réfléchissez à votre métier, il n'est pas homogène. On a plein de tâches différentes qui composent l'ensemble, l'intégralité de notre métier. Et il y a des tâches qui sont très remplaçables par l'IA et d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, c'est métier par métier. Est-ce qu'on est voué à devenir des correcteurs? Certainement pas. En fait, on a énormément de choses qui nous permettent d'avancer, qui sont du registre purement humain. Aujourd'hui, ce qui différencie le plus, l'élément flagrant de différenciation entre les humains et les machines, ce sont les émotions. Donc ça nous dessert pour la réflexion rationnelle, mais les émotions, ça nous sert pour plein de choses. Je veux dire, à un moment, l'IA, elle ne sera jamais heureuse. Elle n'a pas le début de soupçon de naissance d'une émotion. Sa vocation n'est pas d'être heureuse, l'IA. Donc, si nous, on peut consacrer du temps à être plus heureux dans nos métiers, parce que l'IA fait des tâches qui, au départ, ont été inventées pour être faites un jour par des robots. Je prends l'exemple, c'est toujours mieux de parler avec des exemples concrets. Enseignant. Enseignant, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, parce qu'il y a une grosse frayeur du monde enseignant et des enseignants en général par rapport à l'IA. Et elle est légitime, elle se comprend. Mais le temps que vous pouvez... qui peut être remplacé sur l'apprentissage magistral de la transmission de connaissances. Si vous pouvez prendre ce temps pour faire du coaching et de l'accompagnement des étudiants, c'est vraiment gagnant. C'est gagnant à tous les niveaux. C'est gagnant au niveau de l'efficacité d'apprentissage,
mais c'est aussi gagnant humainement en termes d'émotion et de plaisir ou de bonheur qu'on peut trouver dans la fonction. Et c'est ça qui aujourd'hui devrait être l'objectif, non seulement des enseignants, mais aussi des ministères qui s'en occupent, etc. On devrait pouvoir le voir. Parce qu'à l'inverse, si on n'attaque pas de front l'IA pour pouvoir se combiner, elle va de toute façon passer. Et là, ce sera plus douloureux. Donc si on n'a pas trouvé le moyen de développer un comportement hybride, ce sera plus douloureux. Et vous pensez que ce sera possible pour tous les métiers? Parce que c'est ça aussi un peu l'inquiétude. Vous parlez de l'enseignement, en effet, où il y a un rôle direct de coaching. Mais en traduction, par exemple, je peux m'imaginer que ce soit moins le cas, c'est plutôt les dossiers qui arrivent. Donc est-ce qu'il y a la même option, la même perspective en quelque sorte? La traduction, c'est un peu plus compliqué. J'ai une de mes meilleures amies qui a une boîte de traduction. Elle avait plusieurs métiers, traduction et rédaction. Beaucoup plus de rédaction, beaucoup moins de traduction. En tout cas, beaucoup moins de traduction, facturée comme avant. Les services se sont un peu différenciés. Donc, oui, il y aura besoin d'un minimum de flexibilité sur certains métiers. Les traducteurs, c'est vraiment le symbole. Les métiers les plus impactés sont celui-là, mais aussi le support niveau 1. D'accord. Support niveau 1, donc quand vous devez répondre à des questions clientèle, par téléphone, par chat, etc. En général, un support niveau 1 dans beaucoup de domaines, c'est 80 ou 90% des mêmes réponses avec les mêmes questions. Donc ça, une IA le fera beaucoup mieux, en fait, 24 heures sur 24, de manière polie, etc. Tout à fait. Mais donc, mis à part l'insécurité professionnelle qu'il peut en avoir, est-ce qu'il y a aussi, à côté de se créer des perspectives, est-ce qu'il y a des mesures de sécurité pour éviter de se faire voler sa voix et qu'elle soit détournée au profit des publications dont on est responsable? Non, là je suis désolé, on est passé à une autre époque. On ne peut pas éviter de se faire voler sa voix. Voilà. Donc c'est-à-dire que si vous voulez être sécurisé dans le monde qui va très très vite technologiquement aujourd'hui, vous devez avoir un minimum de bagage technologique, au moins pour pouvoir comprendre que tout est sujet à vérification ou à caution. La voix, c'est en cybercriminalité, le truc le plus courant, c'est la fraude au président. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. La fraude au président. C'est la fraude au président, c'est le patron d'une entreprise qui téléphone à son secrétaire, à sa secrétaire, en disant « je suis à l'aéroport », qui laisse un message « je suis à l'aéroport, j'ai oublié de faire un virement super important ». Je voudrais que cette somme soit quand j'atterris, je voudrais que cette somme soit virée sur le compte. Aujourd'hui, en pouvant voler la voix, évidemment, n'importe qui peut essayer cette fraude du président. Donc il y a une recrudescence très forte de ce type de piratage. Donc il faut qu'on ait conscience de ça. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux peut être potentiellement faux. Donc il faut vérifier ses sources, il faut savoir à qui on s'adresse, il faut savoir ce qu'on lit. Et d'un point de vue légal, législation, je pense par exemple à la RGPD, etc., est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place par rapport à la vol de voix ou de il n'y a pas besoin du RGPD, le vol de voix est interdit. L'usurpation d'identité est interdite depuis bien avant le RGPD. Le RGPD, la protection RGPD, elle est évidemment très utile, mais elle ne nous protège pas des deepfakes, elle ne nous protège pas de TikTok, ou avec plein d'informations qui sont fausses sur TikTok, etc. On est un peu ailleurs. Le RGPD, c'est surtout sur le consentement et sur le partage des données personnelles. Le deepfake, c'est autre chose et c'est pire. Donc, on est tout seul, entre guillemets. Individuellement, chacun doit se rendre compte qu'il faut vérifier les sources. Oui. Donc l'RGPD, c'est mon interprétation, donc du coup pour ce qui ressort de l'IA, en fait l'RGPD n'est pas d'application, mais je pense que par rapport à les données qu'on lui fournit, ça pourrait l'être. Non mais évidemment, d'abord l'IA, si on veut vraiment être honnête et transparent, les écarts avec le RGPD sont énormes. Il y a plein de choses qui se passent où on se dit mais comment c'est possible, et comment avec le RGPD et l'AI Act qui est la version qui a suivi, qui est en cours d'implémentation, donc l'AI Act européen qui est vraiment l'acte fondateur du traitement des données en IA. Aujourd'hui, vous avez plein de choses qui sont difficiles à comprendre, qui sont live, qui existent. Je prends un exemple. Recall chez Microsoft. Recall chez Microsoft, quand vous achetez un PC Copilot, avec une puce Copilot, je pense que maintenant ils l'ont retiré, mais en tout cas, ça a été disponible. Pour votre bien, ce PC prend des captures d'écran à intervalles réguliers. C'est-à-dire que si vous avez oublié un document, que vous n'avez pas enregistré, 3 mois après, vous pouvez demander à Recall de vous retrouver ce document, parce qu'en fait, avec les captures d'écran, il va vous régénérer ce document. Enfin, si vous ne l'avez pas enregistré ce document, c'est peut-être parce que vous ne vouliez pas l'enregistrer. On a tous écrit ce mail rageur où on injurie un collègue et on n'a jamais envoyé ce mail. Avec Recall, on retrouvera ce mail. Et ça existe malgré le RGPD. Je trouve que avec l'esprit en tout cas du RGPD, c'est complètement contradictoire.
Et donc, la technologie va beaucoup trop vite. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une législation quelque part, qu'elle soit européenne ou autre, qui pourrait fonctionner quand même? On est les plus en avance. On est les plus en avance. Mais je crois que ça intéressera aussi Sephora. C'est que je pense qu'il ne faut pas, dans ce domaine bien précis, le haut fait ce qu'il peut, mais je prends le AI Act, c'est un truc qui se déploie sur 10 ans. Donc, de 2020 à 2030 pour aboutir à la version finale dans tous les pays, alors que l'IA, ça a changé tellement en 2 semaines et pas en 10 ans que cette lourdeur n'est pas du tout la bonne réponse. Je pense qu'à l'échelle des entreprises et des collectivités et des commissions paritaires, etc., il y a plein de mesures à prendre bien spécifiques pour justement nous protéger mieux. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Ouais. Donc il y a plein de choses à garder en tête. Il y a une autre question qui va un peu dans cette prolongation, qui était comment renseigner nos jeunes étudiants, demandeurs d'emploi, pour rester vigilants et ne pas tout accepter quand on reçoit de ce qu'on reçoit de... Alors là aussi, je vais être très tranché. Avant de poser la question de cette façon-là, je pense qu'il faut d'abord les éduquer tout court. Donc pour moi, il y a plusieurs pays maintenant qui sont passés à une formation en intelligence artificielle dès l'école primaire. On n'y est pas là, ici. Et pour moi, c'est très dangereux de ne pas le faire. On parle de formation systématique en fin de secondaire ou à l'université, c'est trop tard. Et donc, si on veut se protéger, si on veut être formé pour se protéger à ces outils, être formé tout court à l'IA, c'est essentiel pour tout le monde, pour toutes les générations. Évidemment, au sein de votre apprentissage et compréhension de l'IA, vous découvrirez aussi tous les dangers et comment les contrecarrer. Mais ça, il faut passer par là. Donc, donner des cours, les former dès leur plus jeune âge, c'est ça en fait qu'il faut faire. Mais quid des gens qui sont plus jeune âge, qui sont à notre âge Je donnais une formation il y a quelques jours à des retraités. Certes, il y a un fossé numérique entre les générations, mais ce n'est pas du tout inaccessible. En tout cas, les bases de l'IA sont à la portée de tout le monde à partir du moment où vous avez la motivation pour vous y mettre. Et je sais que ce n'est pas simple de le croire, mais en fait, on revient à des choses qui sont moins informatiques que toute l'informatique qu'on a connue. Les outils d'IA, les robots conversationnels comme ChatGPT, font tout pour parler comme des humains. Ils ont un langage humain. Ça veut dire que pour le commun des mortels, j'espère que ma connexion me permet de vous le montrer, mais si j'appelle ChatGPT en vocal, je le tente. Salut Roger, t'es là? Salut Dominique. Oui, je suis là. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Je suis en train d'expliquer que désormais, tu adoptes vraiment un ton très humain, très humanoïde, et que donc n'importe quelle personne sans avoir de compétences informatiques peut converser avec toi, te demander des choses et apprendre à t'utiliser correctement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Mon but, c'est d'être accessible et naturel dans la conversation, peu importe le niveau de compétence. Voilà, donc je veux dire, au niveau des interfaces, si on se remet 10 ans en arrière, il fallait presque être codeur pour faire de l'IA et obtenir des résultats. Aujourd'hui, c'est vraiment à la portée de tout le monde de pouvoir converser avec une IA. Et donc le prompting est juste derrière, c'est-à-dire apprendre à converser correctement pour donner des bonnes instructions. Et je pense que n'importe qui peut y arriver avec un minimum de motivation. Donc en effet, il y a une grande accessibilité face à tout ce qui est le Gen AI, etc., pour tout le monde, quel que soit notre âge. Et ça comporte des risques qu'on doit accepter quelque part et qu'on doit trouver un bon chemin pour le réguler et de le gérer soi-même aussi parfois au mieux. Avant de clôturer complètement, j'ai encore une question ici qui était deux questions, mais une plus globale pour commencer, qui était comment savoir si une IA est extractive, générative ou agentique? Oh là, alors j'emploie ces termes pour réduire un peu, pour être plus clair. Mais ChatGPT est les trois, votre honneur. Donc ChatGPT fait de l'extraction de données, fait de la génération de propositions inventives, génératives, et se met en mode agentique très rapidement lorsque vous lui donnez une simple instruction. Donc les IA purement extractives, ça va être du scan de quelque chose, et les IA purement génératives n'existent pas puisqu'elles ont besoin d'extraire des informations pour pouvoir... Donc j'ai réduit un peu en cadenassant en disant il y a l'extractif et le génératif, mais le génératif est forcément un peu extractif. C'est en quelque sorte des étapes par lesquelles l'IA qu'on connaît aujourd'hui, le plus courant, passe pour arriver à un résultat. Exactement.
D'accord. Exactement. Une dernière question, c'était est-ce important de choisir le bon Gen AI et le bon update, c'est-à-dire 3.0, 4.0? Est-ce que c'est important ou pas nécessairement ou Alors, si vous avez un usage basique, vous ne verrez pas beaucoup de différence entre la dernière version de ChatGPT ou l'avant-dernière ou même l'avant-avant-dernière. Par contre, si vous êtes passé au stade agentique, le baromètre, c'est ça. Il n'y a pas de mal, en fait, à être au début du processus. Ce qui compte, c'est l'évolution et d'avancer. Mais donc, quand vous vous rendrez compte, parce que vous le verrez, que vous êtes passé au stade agentique, parce que vous avez commencé à faire vos petits rôles et transformer l'IA en agentique, vous verrez beaucoup plus fort la différence entre les versions. Et vous verrez que le ChatGPT dernière génération, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, est tellement plus intelligent, tellement plus fort, tellement plus impressionnant que le précédent, que ça vaut la peine d'être sur la dernière version. Là, je le répète, les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a tellement de concurrence. Aujourd'hui, dans le haut du tableau, vous avez ChatGPT payant qui vous coûte 25 $ par mois, mais au même niveau de performance, ou presque, vous avez Grok, G-R-O-K, qui est l'outil d'Elon Musk. Donc là, évidemment, ça coûte. Vous avez Llama chez Facebook. Vous avez Mistral, qui est un outil français. Bon, c'est 80% de capital américain, mais c'est une boîte qui est à Paris et qui a été fondée par des Français. Et vous avez surtout Google, qui est ma recommandation là, du mois, Gemini. Ces outils-là sont gratuits pour le même niveau de performance que le ChatGPT de base payant. Donc, voilà. Par contre, la façon de prompter ces outils est la même, plus ou moins la même. Et donc, si dans 2 mois, ce que je viens de dire n'est plus vrai parce qu'un autre outil est sorti et qu'il est meilleur, vous changerez d'outil à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusque chez nous ici aujourd'hui, d'avoir expliqué en détail plein de questions spécifiques et aussi bien en long et en large avant ça en présentant. Ouais, c'était un plaisir. J'espère que vous avez inspiré tout le monde. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très passionnant de dialoguer avec vous. Merci beaucoup. Et on espère vous revoir une autre fois aussi. C'est gentil. Merci. Au revoir à tous. Et pour terminer, je voulais encore faire une petite annonce. Merci d'être là. Sachez qu'à côté de les formations que nous mettons en place, à partir de septembre, les employés de la commission paritaire de son pourront suivre aussi de près l'évolution de l'IA grâce au Sephora AI Flash. Chaque mois, un expert et un utilisateur final interviendront pour faire le point sur un sujet d'actualité en matière d'IA. Il peut s'agir d'un nouvel outil, d'une nouveauté dans le domaine de l'IA, d'un exemple, d'utilisation intelligente d'outils existants, etc. Et nous y ferons aussi des quiz pour rafraîchir tout ce que vous avez appris cette semaine de l'IA. Vous serez bien sûr informés dès que le premier flash sur l'IA arrivera. D'ici là, expérimentez avec, suivez les prochains jours aussi les autres webinaires que nous présentons et nous espérons vous revoir bientôt dans notre offre.